Bonjour à tous et merci d'assister à ce cours de stratégie militaire. Je suis l'instructeur Shoka. Bonjour bande de sacabadates, vous êtes ici pour souffrir mentalement. Je suis l'instructeur Le Couturier, mais pour vous ce sera Sergent. Si j'en prends un qui m'appelle autrement que Sergent, il va faire 20 tours de l'académie en talons aiguilles en criant bip bip je suis un satellite. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, pour ce premier cours de stratégie, nous allons vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura un contrôle écrit la semaine prochaine. S'il y en a un qui soir, je lui fais faire 20 tours de l'académie en talons aiguilles en criant bip bip je suis un satellite. Voilà. Je vous propose donc de commencer. Donc tout d'abord, pour comprendre la stratégie pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut comprendre les origines de cette guerre. Donc tout commence avec la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, imposant de nombreux embargos à l'Allemagne, comme la démilitarisation de certaines zones allemandes, comme la Rhénanie, ou encore la limitation de l'effectif de son armée. Donc ce traité fut écrit par la France ainsi que le Royaume-Uni, ne souhaitant plus aucune guerre sur le continent européen. Cette idée persistera jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Notons d'ailleurs que Staline devient dirigeant de la Russie à la fin des années 1930. Donc pour vous parler de la Seconde Guerre mondiale, je dois également vous parler d'Adolf Hitler ainsi que de ses origines. Hitler était donc engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale. Il fut donc marqué à vie par le traité de Versailles. Il vécut une partie de sa vie à Vienne où il forgera son antisémitisme. Par la suite, il entrera dans le parti nazi, autrefois appelé le NSDAP. Puis le 9 novembre 1923, il tentera un putsch à Munich qui échouera pour tenter de prendre le pouvoir. Pour cela, il sera envoyé en prison où il rédigera son célèbre ouvrage Mein Kampf. Hitler se convainc donc qu'il ne peut prendre le pouvoir par la force. Il tentera alors de l'obtenir de manière démocratique et légale. Il tente donc de gravir en échelon, donc tout d'abord dans son parti où il deviendra leader. Il entre ensuite au Parlement où il fera gagner de nombreuses places à son parti nazi. Et c'est finalement le 30 janvier 1933 qu'Hitler est nommé chancelier par le président Édimbourg. Ce dernier mourra par ailleurs le 2 août de l'année suivante. Hitler, dirigeant alors le pays, en profite pour fusionner les deux fonctions et ainsi devenir le Führer du Reich allemand. Hitler va donc commencer à mettre en place son plan. La première étape est de réussir ce qu'il appelle la théorie de l'espace vital, qu'il aura expliqué dans Mein Kampf. Tout d'abord, il commencera par rendre plus puissante son armée et il remilitarisera la Rhénanie. Ensuite, Hitler, en avril 1938, envahira l'Autriche sur ce qu'on appellera l'Anschluss. Il leur déposera un ultimatum et expliquera pour se justifier qu'il considère que l'Autriche fait partie intégrante du Reich allemand. Hitler ensuite envahira les Sudètes et la Tchécoslovaquie, et tout cela dans la plus grande légalité, car en effet, après une réunion entre la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne à Munich, les Français et les Anglais l'autorisent à conquérir la Tchécoslovaquie si Hitler promet que ce sont ses dernières conquêtes, ce qu'il fera. Churchill dira alors une phrase très célèbre: « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » Hitler signera ensuite un pacte de non-agression avec la Russie. Ce pacte est connu sous le nom de Molotov-Ribbentrop et il consiste à ce que la Russie et l'Allemagne se partagent la Pologne en deux parts égales. Hitler enverra donc à la Pologne un ultimatum le 30 août 1939 pour leur dire de leur remettre sans condition le détroit de Danzig séparant l'Allemagne en deux. La Pologne refusera. Hitler enverra donc le 31 août ses troupes envahir la Pologne. Le lendemain, le 1er septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent alors la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale peut alors débuter. Comme je vous l'ai dit, le conflit est mondial. Il faut donc comprendre comment est-ce qu'il a débuté en Asie. En Asie, le conflit débute à cause du Japon qui envahit la Mandchourie en 1931, puis la Chine en 1937, puis l'Indochine française en 1941. Et enfin s'ensuivent moultes îles, dont Pearl Harbor en 1941, le 7 décembre exactement, qui constitue une attaque envers les États-Unis. C'est ce qui va causer l'entrée en guerre des États-Unis, mais nous y reviendrons plus tard. Pendant ce temps en Europe, l'URSS s'attaque à sa partie de la Pologne le 17 septembre 1939. Le 30 novembre de la même année, l'URSS s'attaque à la Finlande. Cette dernière sera complètement annexée le 12 mars 1940. Et c'est ensuite en juin 1940 que l'URSS fit sa dernière conquête en annexant les pays baltes.
Le 9 avril 1940, l'Allemagne s'attaque également au Danemark ainsi qu'à la Norvège. Notons d'ailleurs que le 10 mai 1940, Churchill devient enfin Premier ministre du Royaume-Uni. En mai et juin 1940, l'Allemagne annexe de nombreux pays, notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et surtout la France, grâce à une stratégie militaire, la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, ou guerre éclair si l'on parle français, est une stratégie consistant à attaquer très rapidement avec énormément de tanks ou d'avions. Une stratégie qui a été utilisée par Hitler contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, le Danemark et la Norvège ainsi que la Pologne. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de conquérir très rapidement un territoire qui, sur une distance plus ou moins grande. Le problème, l'énorme problème de la Blitzkrieg, c'est qu'elle étire beaucoup trop les lignes de ravitaillement. En effet, si vous attaquez un pays trop grand, et vos lignes de ravitaillement seront beaucoup trop longues, qui fera que vos unités ne seront plus ravitaillées, n'auront plus d'essence, plus de munitions, plus de vivres, et du coup, vous vous ferez massacrer parce que vous aurez plus rien. Et Hitler, il s'est trompé en faisant ça contre la Russie. Moi je dis ça, je dis rien, mais il a été un peu stupide ici, Hitler. Calmez-vous, sergent, on n'a dit pas de débat politique devant les élèves, ce n'est pas correct. Bref. Du 27 mai jusqu'au 3 juin 1940 se déroule l'opération Dynamo, une opération qui consiste donc à la fuite des soldats alliés par la mer vers l'Angleterre, tout en essayant de protéger la ville de Dunkerque, encerclée par les soldats allemands. Cette opération permettra tout de même de sauver plus de 300 000 hommes. Cependant, la France signe un armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, elle fera de même avec l'Italie 2 jours plus tard, mais c'est officiellement le 25 juin 1940 qu'il n'y a plus aucun combat en France. L'armée française est réputée être la meilleure du monde depuis la Première Guerre mondiale à cette époque, mais elle a perdu en quelques semaines. Coupée en deux, la France se retrouve avec une zone occupée par les Allemands ainsi qu'une zone libre. Malgré la défaite de tous les alliés, le Royaume-Uni résiste encore aux attaques allemandes, notamment à la stratégie du Blitz de septembre 1940 jusqu'à mai 1941. Le Blitz est une série de bombardements en Angleterre censés préparer le terrain à l'invasion allemande. Le seul problème, c'est que Hitler pensait que les Anglais se démotiveraient très vite après les bombardements, mais c'est l'effet inverse qui se produisit. Les Anglais étaient galvanisés à chaque bombardement. Malgré leur infériorité numérique, l'aviation anglaise résiste aux attaques de la Luftwaffe. Hitler abandonne alors l'idée d'envahir l'Angleterre, mais continue ses bombardements jusqu'à la fin de la guerre. Les combats sont terminés en Europe, mais ils continuent en Afrique, notamment en Afrique du Nord, où en septembre 1940, l'Italie attaque l'Égypte, ce qui causera une contre-attaque du Royaume-Uni en décembre 1940, ce qui engendrera le déploiement de l'Africa Corps, une division allemande dirigée par le général Rommel. L'Africa Corps se rapprochera progressivement d'Alexandrie, et ce ne sera plus que quelques kilomètres en juillet 1942. C'est ensuite en 1941 que les Italiens envahissent les Balkans, dont la Grèce. Cette dernière parviendra à les repousser jusqu'en Albanie, jusqu'à la contre-attaque allemande en avril 1941, qui au passage annexe la Yougoslavie. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht lance l'opération Barbarossa, qui consiste à conquérir la Russie. Ainsi, elle brise le pacte de non-agression germano-russe. Cette opération se termine en décembre 1941. Proche de Moscou, les Russes sont sauvés par le froid. S'ensuit donc alors un siège de 900 jours à Stalingrad, qui fit plus de 700 000 morts de faim. La guerre continue dans l'Extrême-Orient et dans le Pacifique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base navale de Pearl Harbor aux États-Unis, ce qui constitue une attaque surprise. Le Japon attaquera également la Malaisie, le Commonwealth et les Indes orientales néerlandaises. Toutes ces attaques auront comme conséquence que les USA vont donc rentrer en guerre contre le Japon, mais également contre l'Allemagne. Tout ceci nous amène alors à l'année 1942. Pendant laquelle de nombreuses batailles auront lieu dans le Pacifique, comme par exemple la bataille de la mer de Corail, ou encore plus importante, la bataille de Midway. Midway est une île américaine située dans l'océan Pacifique, à 4100 km du Japon. L'île abrite une base américaine, où se trouvent plusieurs porte-avions. Yamamoto, amiral de la marine impériale japonaise et commandant des opérations de la bataille, souhaite attaquer la base américaine pour détruire leur porte-avions. La stratégie japonaise est la suivante, former deux flottes principales, séparées pour que les Américains pensent qu'ils soient moins nombreux. La stratégie est bonne, mais le problème est que les flottes japonaises sont mal réparties. En effet, la première flotte est composée de porte-avions et de 5 bateaux lourds pour les aider, ce qui est insuffisant. Ainsi, la deuxième flotte, destinée à finir les flottes américaines, composée de 11 bateaux lourds, se révèle peu efficace.
Les États-Unis possèdent à Midway 3 porte-avions, dont un en cours de réparation, ainsi que 124 avions. Les Japonais, eux, ont 4 porte-avions, cependant ils n'ont que de vieux modèles d'avions et en effectif réduit. Enfin, l'organisation japonaise fut mauvaise également au niveau de leur dispositif d'éclaireur, qui s'est révélé peu efficace. En effet, l'amiral de la première flotte japonaise n'eut jamais connaissance des positions américaines, et l'amiral de la deuxième flotte n'envoie aucun message par peur de dévoiler sa position. Seulement, ce que les Japonais ne savent pas, c'est que les Américains ont décrypté leurs messages, ils connaissaient donc leur organisation mal établie. Tout commence le 3 juin avec le décollage des bombardiers américains qui repèrent le convoi japonais à l'ouest. Le 4 juin, à 4h30 du matin, s'effectue la première offensive japonaise ainsi que l'envoi de leurs avions de reconnaissance qui ne trouvent pas les Américains. Au même moment, les radars américains repèrent les avions japonais, ainsi les bombardiers partent attaquer leur porte-avions. À 6h20 du matin, l'aviation japonaise attaque la base de Midway. En représailles, les Américains déploient leurs défenses, qui sont grandement endommagées. Pendant ce temps, l'aviation américaine tente de détruire les porte-avions japonais, mais cela échoue. À 7h15 du matin, le Japon se prépare à une nouvelle attaque. À 7h40 du matin, le Japon repère les flottes américaines sans connaître sa composition. L'amiral n'est pourtant averti qu'à 8h du matin. Il ordonne alors l'annulation de la préparation d'attaque et l'envoi d'avions de reconnaissance. À 8h40 du matin, ce dernier informe la présence d'un porte-avions dans la flotte américaine. Pendant ce temps, entre 7h et 8h du matin, les États-Unis effectuent plusieurs décollages contre les porte-avions japonais. Le premier groupe arrive face aux Japonais à 9h20 du matin et le deuxième groupe à 9h40. Les deux sont balayés. Les bateaux japonais sont désordonnés, leurs avions n'ont plus ni carburant ni munitions et à 10h du matin, le troisième groupe d'avions américains arrive du sud-est. Au même moment, 3 escadrons américains arrivent au nord-est et au sud-ouest. C'est donc un moment bien choisi par les Américains car les Japonais sont très mal organisés. Suite à cela, 3 porte-avions japonais sont coulés, il ne leur en reste plus qu'un. Les Japonais contre-attaquent en frappant 2 fois un porte-avions alors qu'ils pensent en frapper 2 différents. En fin d'après-midi, le dernier porte-avions japonais est coulé. Après de multiples attaques contre les différents croiseurs et destroyers, la bataille prit fin le 7 juin, vers 5h du matin, quand le seul porte-avions américain touché coula. Les Américains ont donc gagné cette bataille et ne perdirent qu'un seul porte-avions. Les Japonais, eux, perdirent la bataille, ainsi que leurs 4 porte-avions. Merci instructeur pour cet interlude stratégique extrêmement important. Dans la suite de l'année 1942, en Europe, la bataille de Stalingrad continue. En Afrique du Nord, le Royaume-Uni réussit en septembre 1942 à gagner la bataille de El Alamein et repousse l'Africa Corps. L'opération Torche est alors menée le 8 novembre de la même année pour effectuer un débarquement allié en Afrique du Nord, précisément au Maroc et en Algérie. Le 11 novembre 1942, l'Allemagne envahit en représailles la zone libre française. L'armée française d'Afrique va donc se joindre aux Alliés. L'Allemagne est donc prise en tenaille. Il se déroule beaucoup d'événements dans l'année 1943. Tout d'abord, le 30 janvier et le 2 février 1943, c'est la capitulation allemande à Stalingrad. Ensuite, le 7 mai 1943, c'est la reddition des troupes allemandes et italiennes en Afrique du Nord. Le 10 juillet 1943, s'effectuent les débarquements en Sicile, puis le successeur de Mussolini signe une armistice avec les Alliés. En représailles, l'Allemagne envahit l'Italie et bloque les Alliés. Rome ne sera libérée seulement qu'en juin 1944. En novembre 1943 s'effectue la conférence de Téhéran, c'est la première rencontre entre Churchill, Staline et Roosevelt. Enfin, l'URSS repousse l'Allemagne grâce à l'opération Bagration. L'année 1944 est une année charnière pour les Alliés. En effet, le 6 juin 1944 a lieu la plus grande opération de débarquement que l'histoire n'ait jamais vue. C'est bien sûr le débarquement en Normandie. L'opération Overlord est lancée. Mais pour comprendre l'opération Overlord, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'elle a existé. Et retenez bien tout ce que je vais dire, parce qu'il y aura un contrôle. Et s'il y en a un qui se foire, je vous préviens qu'il aura une punition dont il se souviendra. C'est en 1942 que l'idée vient. Les Russes ayant des problèmes avec l'Allemagne demandent l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. L'idée d'un débarquement sur les côtes françaises est donc arrêtée. Mais les Allemands ne sont pas dupes. Ils se doutent bien que les Alliés veulent débarquer en France. Mais ils sont persuadés que les Alliés vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Les Alliés vont donc alors créer la plus grande opération de désinformation de l'histoire, l'opération Fortitude. C'est alors qu'en face du Pas-de-Calais, en Angleterre, des centaines de chars et des centaines d'avions vont être entreposés pour laisser croire à un débarquement. Mais ces chars et ces avions ne seront pas réels. Ils seront en effet gonflables ou alors en bois, pour laisser penser à un débarquement qui n'aura finalement jamais lieu.
Le débarquement aura donc lieu dans un autre lieu. Et cet autre lieu, c'est la Normandie. 5 plages, sélectionnées avec des critères très précis, vont accueillir ce débarquement. Le débarquement est prévu pour le 5 juin, mais sera reporté au 6 juin finalement à cause du mauvais temps. Les plages sont alors réparties entre les différents pays. Les Américains obtiennent les plages les plus proches de Cherbourg, les plages de Utah Beach et d'Omaha Beach. Les Britanniques obtiennent des plages plus au centre, celles de Gold Beach et de Sword Beach. Enfin, les Canadiens obtiendront la plage de Juno Beach. Un dernier lieu est choisi pour l'attaque, c'est la pointe du Hoc, une falaise qui abrite des canons très importants à détruire. En plus du débarquement, de nombreuses opérations aéroportées auront lieu en amont dans les terres.